un très grand plaisir d'avoir répondu à l'invitation des organisateurs, de la mairie de Saint-Girons aussi, et merci à vous toutes et tous d'être venus ce matin pour m'écouter. Alors je vais vous présenter un sujet pas forcément très connu, vous allez voir pourquoi. Donc c'est l'abbaye, donc une abbaye. Le Béatus, c'est un commentaire du livre de l'Apocalypse, j'ai fait un tout petit résumé dans le titre, de Saint-Sevé, Saint-Sevé étant donc elle n'est plus d'ailleurs, ex-sous-préfecture du département des Landes, et que vous connaissez au moins à une époque pour le rugby, et puis un député célèbre maintenant, donc qui est un enjeu majeur du duché de Gascogne au XIe siècle, dont relevait le Couserans, et une source d'inspiration jusqu'à nos jours, notamment pour l'art contemporain. Voilà, résumé à titre un peu de programme. Alors, introduction, le point de départ, c'est une invitation de mon amie Charlotte de Noël, qui est responsable des manuscrits médiévaux du Moyen-Âge à la Bibliothèque nationale de France, à une soirée sur le Béatus fin novembre 2024, cette année. Alors, vous verrez, un peu de suspense, ça nous mènera vers d'autres personnages et lieux qu'a priori vous connaissez quand même. Alors, le Béatus, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est, d'un point de vue religieux, le livre de l'Apocalypse attribué à Jean. Alors, on n'est pas sûr que ce soit l'apôtre, on l'a longtemps cru sans trop se poser de questions, mais on est moins sûr, qui est donc le dernier livre du Nouveau Testament. Il y en a même qui parlent de 5e évangile, on y reviendra. Alors, la version initiale a été écrite à Liébana, dans les Asturies, ultime refuge chrétien face à l'islam, donc à la fin du 8e siècle, on y reviendra, donc, et bien entendu avec toute l'importance du contexte, parce que c'est la notion d'Apocalypse qui va nous servir en gros de fil directeur jusqu'à nos jours. Alors, probablement, Béatus est bienheureux, quoi. Donc, un moine, probablement, qui portait le nom de Béatus, là, il n'y a pas de probabilité, mais qui serait devenu abbé de ce monastère. Alors, c'est en fait l'origine d'une longue tradition, puisqu'il sera recopié et adapté, donc, celui de l'abbaye de Saint-Sevé. Alors, on dit, on me l'a expliqué à Saint-Sevé, dit Saint-Sevé et pas Saint-Sever. Bon, donc je dis Saint-Sevé, c'est pas une erreur. Près de 3 siècles plus tard, donc dans les Landes, et donc ça sera écrit au milieu du XIe siècle. Alors, ce petit carton, c'est le carton qui était distribué à l'affiche qui va me servir en partie de fil directeur de l'exposition qui a eu lieu de février à juin cette année à la Bibliothèque nationale de France, de février à juin. Alors, donc cette exposition, eh bien, elle partait sur les deux sens du mot apocalypse. Alors, un que vous connaissez, le sens de catastrophe, ou temps des catastrophes, bon, on en craint beaucoup, donc guerre nucléaire, guerre, climat, désastre par rapport à la nature. Bon. Alors, le sens premier du mot n'est pas du tout ça, catastrophe, mais qui est révélation, dévoilement du message ultime du Christ avant son retour glorieux à la fin des temps. Donc, vous voyez toute autre chose. Et ce Béatus, c'est le but de cette intervention, va nous permettre une véritable enquête et un révélateur d'une époque privilégiée, vous allez le voir, de la Gascogne, dont fait partie le Couserans, mais pas que cela. Un peu de suspense. Alors ça, c'est la page de couverture du livre aux éditions Mazenot. C'est une édition très spécialisée dans les ouvrages d'art que vous connaissez probablement, qui a été édité en février 1925 cette année. Alors, tout d'abord, première partie, le contexte et l'évolution historique, donc la Gascogne du XIIe au XIXe siècle, une terre de passage stratégique et convoitée. Alors, une carte, on va surtout s'intéresser aux limites en rouge, puisque celles de la Gascogne ont considérablement évolué, et les limites en rouge, c'est celles qui nous intéressent pour cette période, fin 9e siècle, tout le 11e siècle, avec une dynastie importante. Donc, vous voyez que la Gascogne, là, ils ont été un peu généreux, va jusqu'à l'Ariège. En tout cas, elle englobe complètement notre Couserans, qui est, comme vous le savez, terre gasconne. Alors, cette Gascogne, c'est l'héritière de la petite Aquitaine au-delà de la Garonne, mentionnée par César déjà,
et qui deviendra province romaine de Novum Populani en 285, avec des évêchés qui sont apparus dans les cités gallo-romaines, Elusa et Os, Lugdunum Convenarum que vous connaissez, qui deviendra Saint-Bertrand de Comminges, et bien sûr chez nous, Civitas Consorani, Saint-Lizier, Benearum, Lescar, Roche, Tarbes, Dax, R. Alors, cette zone va être particulièrement ravagée par les grandes invasions, 408-409, notamment par les Alains et les Vandales qui passeront en Afrique du Nord, puis les Visigoths s'y installeront après avoir pillé Rome en 410 avec un grand royaume visigothique avec plusieurs capitales, mais notamment Toulouse. On parle de royaume Toulouse et Aire-sur-Adour. Alors, ces Visigoths qui étaient ariens, donc une spécificité qui sera considérée comme une hérésie chrétienne, mais qui seront des vecteurs essentiels pour maintenir la romanité dans ces régions. Alors, donc, grande bataille, Clovis, que vous connaissez, en 507, à Vouillers, près de Poitiers, bat les Visigoths, le roi est tué, les Visigoths sont refoulés en Espagne, mais ils gardent, outre Périnée, ce qu'on appelle la Septimanie, c'est-à-dire Carcassonne, Narbonne, Nîmes, jusqu'au Rhône, alors que les Francs sont à Toulouse. Donc, vous voyez, un drôle Lauragais devient une frontière. Alors, au sud de la Garonne, s'implante, redescendent des montagnes, peut-être, enfin, on ne sait pas trop, vous savez, on ne va pas s'embarquer sur les origines du peuple basque. Donc, les Basques ou Vascons, c'est la même chose. Après le sac d'Eos, donc, c'est Hoche qui va prendre la prépondérance à Novum Populani comme évêché et puis comme archevêché. Et les Vascons vont donner logiquement leur nom au pays du sud de la Garonne, la Vasconie, et ils vont s'opposer à la fois avec des guet-apens, dont il y a eu Roncevaux avant Roncevaux, quoi, en gros, mérovingiens et visigoths. Et il y a un duché qui est créé en 601, en gros, pour les contenir, donc avec un duc de Gascogne, bien sûr, identité et langue différentes, le basque ou gascon, dans une autre variante que vous connaissez, la Vasconie qui donnera dans la Gascogne. Il y a une marche de Vasconie, c'est le terme de marche, ou de Gascogne, appelée aussi marche de l'océan. Alors, au nord de la Garonne, les ducs d'Aquitaine vont s'émanciper petit à petit du pouvoir mérovingien et essentiellement du pouvoir des maires du palais, d'Austrasie et de Neustrie, en refoulant leurs ambitions au-delà de la Loire. Alors, 711, une date capitale qui va tout bouleverser, c'est l'arrivée des musulmans. En Espagne, Tariq qui a donné son nom à Gibraltar, les chefs visigoths et les populations juives qui se rallient et le royaume visigothique de Tolède qui bascule très vite. Dès 719, les musulmans vont franchir les Pyrénées et attaquer Narbonne et toute la Septimanie jusqu'au Rhône vont être très facilement conquises. Des raids, 721 arrêtés devant Toulouse, 725 qui poussera jusqu'à Autun, quand même par la vallée du Rhône, et le raid que vous connaissez en principe, le grand raid de 732 qui balaye toute l'Aquitaine. Un est écrasé devant Toulouse et devant Bordeaux, et il doit faire appel au maire du palais d'Austrasie et de Neustrie, dont on a beaucoup exagéré le rôle, Charles, qui va devenir Martel dans la bataille de Poitiers. Voilà, il va continuer après des guerres de conquête, et parce que c'est ça quand même, le royaume des Bourgogne, la Provence, et les musulmans continuent toujours à garder Septimanie, c'est-à-dire en gros l'ex-Languedoc-Roussillon, quoi. Alors son fils Pépin, dit de bref, va évincer le dernier souverain mérovingien avec le soutien de pape, et il y aura de compensation, enfin je dirais un deal mais j'aime pas le mot, en gros il va y gagner la souveraineté comme nouvelle dynastie carolingienne et en contrepartie il donne au pape les étés pontificaux qui vont durer jusqu'à 1870. Donc nouvelle dynastie, et Pépin veut en finir avec la présence des Visigoths en Septimanie et il y a un moment important, notamment la prise de Narbonne, avec l'aide des Visigoths ralliés et la Septimanie va devenir la Gothie, donc la partie des Goths un peu réfugiés, puisque toute l'Espagne est musulmane. Alors Pépin, avec son fils aîné Charles, futur Charlemagne, va attaquer alors l'Aquitaine, et ça va être 10 ans d'une guerre atroce, 760-769, pour ne pas dire, comme le dit Michel Rouche, une guerre d'extermination. Alors, en 778, Denis Mirouz en a parlé hier, Charlemagne est appelé par
un chef révolté à Saragosse, révolté contre l'émir de Cordoue, et quand Charles arrive, eh bien, trop tard, Cordoue a repris en main la ville, dont les portes sont fermées, et il est obligé de repartir. Et là, sur le chemin du retour, ben, les Vascons, et pas les Sarrasins, comme on dit dans la chanson de Roland, écrite 2 siècles et demi plus tard, vont en profiter pour régler les comptes quand même de l'atroce conquête de 10 ans avant et attaquer l'arrière-garde de Charlemagne, dont le fameux Roland à Roncevaux. Voilà. Et après, Charlemagne, qui était pragmatique, eh comprend qu'il faut reconnaître cette spécificité aquitaine et il crée un royaume d'Aquitaine avec son fils qui a 3 ans, mais surtout sous la tutelle de son cousin, d'origine visigothique d'ailleurs, dont on a parlé, Guillaume, duc de Toulouse, Saint-Guillaume-le-Guiser, enfin Gélone, tout ça, et qui va s'emparer de Barcelone en 801 avec la naissance de ce qu'on appelle la Marche d'Espagne, dont fera partie la future Catalogne et l'affirmation de 2 évêchés, Narbonne et Auch. Narbonne intéressant parce qu'il a la tutelle jusqu'en 1150 de tous les évêchés catalans qui vont se réaffirmer au fur et à mesure de la reconquête. Mais cette zone de la Marche d'Espagne, donc carolingienne, est quand même largement à la merci des raids musulmans, et notamment le grand conquérant Al-Mansour va s'emparer de Barcelone en 985 et de Compostelle en 997. Donc à la merci des raids musulmans, mais ces zones sont aussi à la merci des raids vikings qui ont commencé en 793 en Angleterre et qui vont s'attaquer, contrairement à une légende tenace qu'on croit, ils s'attaquent à l'Empire carolingien du vivant même de Charlemagne. Ils n'ont pas attendu la mort de Charlemagne, donc les côtes, notamment des actuels Pays-Bas, de Germanie, tout ça sont déjà pillés du vivant même de Charlemagne. Alors, l'Empire, ce qui va accentuer évidemment la décomposition de l'Empire, comme toujours, c'est les luttes. Je dirais par chance, Charlemagne n'a eu qu'un fils survivant, Louis le Pieux, mais il en a 3 et en plus un 4e avec un second mariage. Ça n'arrange jamais les choses et il va y avoir des luttes terribles entre dont le fameux traité de Verdun dont vous avez peut-être entendu parler, qui n'est qu'un partage de plus, mais qui va créer la Francia occidentaliste qui est à l'origine de la France actuelle. Alors, et avec une affirmation progressive de la féodalité, parce que les gens à qui on délègue le pouvoir, eh bien, ils ont toujours tendance à exiger qui devienne héréditaire, et puis après dans leur famille, quoi. Alors, ces pirates vikings, ils vont remonter les fleuves, comme la Seine, Rouen, Paris, le célèbre siège de 886, la Loire, la Charente, la Dordogne, la Garonne, et pour ce qui va nous intéresser plus particulièrement, l'Adour, Bordeaux, Saintes, la Pourdoum, Bayonne, tout ça, Dax et même Toulouse vont être pillés. Alors, un moment important, c'est que le rapport de force entre l'islam et la chrétienté va basculer brusquement au début du XIe siècle, en 1010, dans le cadre de querelles intestines pour le califat de Cordoue. Les mercenaires chrétiens vont intervenir, la ville est pillée, et la ville est entièrement pillée, le califat va bientôt succomber et il va se créer de nombreux royaumes prospères qu'on appelle de taïfas, qui paient des tributs aux chrétiens qui sont très prospères mais très faibles, politiquement et militairement. Alors, le Beatus de Liébana. Alors, sa création, donc, et son contexte. Alors, Apocalypse, donc, je l'ai dit, les révélations ultimes, j'ai parlé de 5e évangile, donc, mieux comprendre cette révélation dans le contexte de l'époque. Alors, le contexte de l'époque, on a parlé de l'attaque de Tariq, enfin, et de la conquête, et de toute la péninsule ibérique par les troupes musulmanes, souvent des Berbères, et d'ailleurs avec des chefs arabes, mais souvent des Berbères. Mais il y a les derniers Visigoths se réfugient dans les montagnes, un peu des Pyrénées, mais surtout des Asturies. Et c'est dans ce contexte qu'à la fin du 8e siècle, le fameux moine Beatus va expliquer sa vision par le texte de l'Apocalypse, cette lecture de l'Apocalypse qui fait dans le contexte particulier d'une lutte à mort pour la survie et en cherchant un sens et un motif d'espérance dans un combat qu'il juge désespéré. Et on va y revenir amplement, c'est l'immense avantage du livre de l'Apocalypse, c'est qu'il y a quand même une victoire finale du bien, le Christ, sur Satan, donc c'est le cœur de ce message. Alors, un élément important aussi à dire, Beatus est connu pour 2 choses dans l'histoire, ce fameux, et on va amplement y revenir,
ce fameux commentaire de l'Apocalypse, et aussi pour avoir été très critique, le leader en gros de la critique contre ce qui sera qualifié d'hérésie, qui est professé en Espagne par l'archevêque de Tolède, mozarabe. Ça veut dire qu'il est chrétien en terre d'islam. Et il va proposer une nouvelle interprétation qu'on appelle l'adoptionnisme. C'est l'idée que Jésus n'est pas fils de Dieu à la naissance, mais le devient par adoption quand la colombe descend sur lui au baptême par Jean-Baptiste, ceci, mon fils bien-aimé, bon, enfin, vous connaissez un peu, donc lors de son baptême sur le Jourdain. Donc, alors, est-ce que c'est une tentative de conciliation avec l'islam qui critique le christianisme comme monothéisme? Est-ce que c'est un arrière-fond plus probablement arien, puisque les Visigoths, l'arianisme était arien pendant très longtemps, l'arianisme professe la supériorité du père sur le fils, quoi, disons, et pas une égalité stricte des trois personnes. Voilà. Alors, l'intérêt un peu pour nous, en regardant un peu par là, c'est que, un peu vers la Haute-Ariège et surtout le Haut-Urgel, c'est que Eliphande, archevêque de Tolède, son message avait été relayé par l'évêque Félix d'Urgel, et au moment où la cité d'Urgel est reconquise, après un soulèvement, Urgel, Gérone, puis Barcelone en 801, vont repasser dans la marche d'Espagne chrétienne qui est créée. Et Alcuin et Benoît d'Adiane, qui sont célèbres, vont faire condamner l'adoptionnisme comme hérésie, et Félix va mourir exilé à Lyon vers 818. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que l'adoptionnisme va correspondre à une identité, comme ça arrive souvent, à une identité forte des pays catalans qui vont s'identifier à cette hérésie, et il y aura de grosses répressions. Quoi. Disons, c'est une hérésie identitaire. Alors voilà, une petite diapositive des Picos de Europa, région des Asturies, avec le monastère de Liébana. Bon, vous voyez que ça, bon, comme toutes les montagnes, d'accord, mais ça ressemble quand même assez à nos Pyrénées. Et le monastère, voilà, de Liébana, ou San Noribio de Liébana, où va être écrit par Beatus ce célèbre document. Voilà. Alors, vers 780, à la fois Apocalypse et adoptionnisme, je viens de le dire. Alors, les moines se reconnaissent dans le texte de Jean qui parle de lieux montagneux et boisés. Ils y voient une référence donc aux Asturies, et bien sûr, on se sent toujours concerné dans des cas désespérés. Il a écrit pour eux, pour leur redonner courage, d'où l'importance du livre. Alors, là, une enquête assez intéressante. Enfin, bon, comment est-il arrivé jusqu'à nous, ce Beatus? Alors, il y en a eu plusieurs copies, notamment en Espagne, mais Silos en Espagne, Gérone, Saint-Miguel de la Escalade, mais il y en a eu aussi plusieurs à la Bibliothèque nationale de France, pas en très bon état. Alors l'intérêt de celui de Saint-Sevé, donc on va amplement y revenir, c'est qu'il contient en plus le livre de Daniel et en plus des chartes sur l'évolution de l'abbaye. Alors l'abbaye va être terriblement pillée en 570 par les troupes protestantes de Montgomery qui faisaient route vers le Béarn, qui était attaqué par les catholiques. Le Beatus va être récupéré par un prêtre de Vendée, qui le vendit à un cardinal, début XVIIe siècle. Le manuscrit vendu et échangé, enfin, arrive au cabinet des chartes de la Bibliothèque nationale, mais il manque la pièce essentielle que je vous montrerai tout à l'heure, qui est la map monde, qui avait été enlevée et vendue à part. Elle est récupérée en étant achetée à un libraire, et elle réintègre le Beatus dans sa version complète en 1866. Alors là, on va parler du grand règne de Guillaume Sens en Gascogne ou Sanche, Saint-Sever, Cap de Gascogne. Alors, au tournant de l'an 1000, le contexte change radicalement. Alors, change radicalement à deux niveaux. J'ai déjà parlé du changement en Espagne, où le califat de Cordoue éclate en petit royaume de Taïfas, et change aussi en France, vous le savez, en 987, Hugues Capet, alors il y a eu des membres de sa famille qui auraient été rois avant, et Denis Mirouz l'a dit hier, mais il y a une nouvelle dynastie qui s'affirme en 987, mais avec quand même un pouvoir limité, c'est celui de son domaine, dit royal patrimonial, qui va en gros de Senlis à Orléans, donc il n'intervient guère au sud de la Loire, et il y a l'affirmation des grands féodaux, Toulouse-Gothie, Aquitaine, Poitiers, Vasconie, et se poursuivent encore les dévastations quand même des Vikings, particulièrement marquées en Gascogne après 840,
avec des dévastations, les évêchés disparaissent, c'est quasiment. Alors, il y a un duc, donc Sanche, Guillaume Sanche, duc depuis 960, qui va remporter une victoire décisive en 982 à Talière, dans les Landes, sur un raid viking qui avait pénétré à l'intérieur des terres à partir d'une base d'un lieu que certains d'entre vous doivent connaître, qui est Cabreton, la station maritime, et c'était une base, ça a été, même les gens du coin ne savaient pas forcément, un camp viking qui, pendant 150 ans, a servi de base pour attaquer toute la Gascogne et remonter l'Adour jusqu'à Tarbes, puisque l'Adour, a pillé toute cette zone. Alors, pour ce qui nous intéresse, il ne semble pas, après le Talière 982, d'y avoir eu de terreur de l'an 1000, mais plutôt un blanc manteau d'église, selon la formule du moine Raoul Glabert, avec la fin des règles vikings. Donc ça va être une grande époque de renouveau dans un duché quasi indépendant. Alors voilà, pour vous mettre un peu d'ambiance, une reproduction d'un guerrier viking, et donc le défi est immense, c'est reconstruire une zone dévastée et dépeuplée. Alors, le duc Guillaume Sanche, dit le Grand, a épousé une princesse navarraise, les Navarrais étant en fait les Vascons du sud, de l'autre côté des Pyrénées. Et à l'époque, on parle de royaume de Pampelune, qui est l'ouest de la Marche d'Espagne. Alors, il va étendre progressivement ses domaines à la Genée et notamment et aussi au comté de Bordeaux, avec une réorganisation et un renouveau de la Gascogne par une méthode qui n'est pas forcément originale, parce qu'elle s'était pratiquée en Irlande, elle va se pratiquer en Catalogne, c'est un peu Cluny aussi et tout ça, c'est restaurer les évêchés étant des centres de pouvoir économique et de développement non territorial, on dirait maintenant, et il rétablit les évêchés, il crée des réseaux d'abbayes, et à partir de tout ça, c'est une manière de redévelopper la Gascogne. Alors, on a le rôle de l'Ésat, et en Ariège, on a Cuxa, dans cette époque du IXe siècle, en Catalogne, Leyre en Navarre, on parle plutôt du royaume de Pampelune à l'époque. Alors, la fondation de l'abbaye de Saint-Sevé, donc, qui nous préoccupe en 988, correspond en fait à la célébration de la victoire décisive du Talière contre les pirates vikings et finalement à une forme d'ex-voto. Alors, rien de très original là non plus. Les légendes de la reconquête en Espagne racontent que lors de la bataille décisive de Claviro dans la Rioja en 844, Saint-Jacques, Santiago, serait apparu au cœur des troupes chrétiennes contre l'islam qui l'aurait galvanisé, d'où son nom de Matamoros, le tueur de morts. Et dans le cas qui nous préoccupe, Saint-Sevé serait apparu au milieu des troupes gasconnes contre les Vikings et aurait joué un rôle décisif dans la victoire de Talière. Donc vous voyez, tout ça, ça montre l'importance aussi des relations avec l'Espagne à un moment de reconquête, de développement des abbayes clunisiennes en Espagne et des chemins de Compostelle. Alors vous voyez, la Gascogne est une terre de passage, mais elle est aussi une société qui se sentait assiégée par l'islam et par les hérésies. C'est quand même le tout début, là on est en 1020, du catharisme quand même, tout début, quand même, dans nos régions. Il était plus fort, par exemple, du côté d'Orléans et en Champagne à l'époque. Bon, voilà. On peut dire peut-être que Saint-Sevé est un petit Cluny-Gaston, mais avec des positions quand même nettes, des possessions, vous le voyez, beaucoup plus limitées quand même, mais quand même, c'est une abbaye importante, et il y en a d'autres quand même en Gascogne. Alors, qui était Saint-Sevé? Alors, considéré comme l'apôtre donc de la Novem Populani, c'est-à-dire la Gascogne. Alors, peut-être était-il vandale, donc descendant des conquérants de vers 420-430, donc de la région de Carthage, envoyé par le pape pour évangéliser la Gascogne, Novem Populani, au début du 5e siècle, avec d'autres compagnons, massacré, alors là, les versions diverses totalement, par les Vandales ou par les Visigoths, en tout cas martyrs, sont corps récupérés, monuments consacrés, parallèle aussi avec Saint-Volugien hier, des légendes qui sont toujours tardives. Alors, là où ça devient intéressant pour
pour nous, enfin pour nous tous aujourd'hui aussi, c'est qu'un des compagnons de Sever, et peut-être même le chef de la mission envoyé par le pape, s'appelait Girons ou Giron, qui sera qualifié d'apôtre de la Chalosse à Agetmo. Et sa sépulture, il va être massacré et martyrisé lui aussi, sa sépulture va devenir une abbaye collégiale qui est devenue maintenant beaucoup plus modeste, mais il y a une belle crypte qui se visite toujours. Et, bon, vous voyez la suite, je n'ai pas besoin de la dire, que des reliques sont arrivées jusque sur les bords du Salat, et notre ville actuelle a pris le nom de Saint-Giron. Bon, peut-être une amie présente dans la salle m'a suggéré que c'était s'appuyer sur un saint prestigieux pour affirmer le positionnement vis-à-vis de notre saint. Le débat est ouvert, mais vous voyez, on retrouve Giron avec ce vers. Et si vous êtes intéressé, l'église de Saint-Giron, près d'Agetmo, sur la route de Saint-Sever à partir d'Orthez, existe toujours, se visite, voilà, donc c'est un élément intéressant pour nous. Alors voilà, et dans notre église paroissiale, il y a la statue de Saint-Giron qui a été remise en valeur il y a quelques années. Alors, le duc Sanche et son épouse Urraca de Navarre vont vouloir faire de Saint-Sever la capitale d'un duché de Gascogne quasi indépendant et vont baptiser Saint-Sever Cap, capitale, tête de Gascogne. Alors, ils vont se faire construire un palais au Palestrion, évidemment, qui est comme partout, hein, j'allais dire, construit avec des réemplois de cités gallo-romaines, Aire et Bene Arnum qui deviendra l'Escar. Alors, il a aussi la chance, et il y a beaucoup contribué, il faut forcer le destin de temps en temps, que son frère, après qu'il se soit emparé du comté de Bordeaux, et bien son frère, assez logiquement, est devenu archevêque de Bordeaux, et il est évêque d'Agen, d'Aire, Bazas, et il s'intitule évêque de Gascogne avant de devenir archevêque de Bordeaux. Et il va jouer un rôle qui est quand même assez connu, puisque c'est lui, en 987, qui va lancer le célèbre mouvement de la paix de Dieu, qui va avoir une influence pour le rôle des monastères aussi. C'est essayer d'établir de paix ou trêve de Dieu, des moments de paix entre les chrétiens. Alors, la Gascogne, sur les chemins de Compostelle, dont le pèlerinage se développe, l'évêque du Puy, Envelay, Gontescalque, est par exemple arrivé à Compostelle en 951. Alors, Sanche va mourir en 996, c'est son frère aîné qui va lui succéder, et puis son autre frère, et lui aussi, et c'est jamais neutre, ça, avait été formé à la cour de Pampelune, en même temps qu'une très grande proximité, où profitant de l'affaiblissement d'Al-Andalus, quelqu'un va s'imposer, Sanche III Garcès, dit le Grand, pendant 45 ans, il faut vivre longtemps là aussi pour s'imposer, et il va créer un royaume qu'on appelle de Pampelune, qui comprend donc la Navarre, ce qui deviendra la Navarre, mais aussi la Rioja, puisqu'il résidera à Navarre, qui sera comte de Sobrarbe, c'est la région d'Ensa où vous êtes peut-être allé, en Haut-Aragon, la Ribagorce, par mariage la Castille, la Lava, une partie du Pays Basque et une certaine suzeraineté sur la Gascogne qui nous intéresse. Donc son pouvoir va en gros de la Garonne au Duero et aux limites de la Catalogne. Bien entendu, il n'atteint pas quand même les riches villes musulmanes de Huesca, Barbastro et bien sûr Saragosse. Alors, il participe aux grands événements, et c'est important quand même, de la cour de Pampelune, où il y a un grand concile réformateur à l'abbaye de Leyre en 1022 qui va développer l'influence de Rome et de Cluny. Ça veut dire clairement qu'on impose le rite latin au détriment du rite wisigoth ou mozarabe. Vous voyez, on impose par la force la romanisation, je dirais, de la péninsule ibérique. Et à Saint-Sever, il va y avoir, comme toujours et pour de grandes réalisations, le rôle déterminant d'un grand abbé, Grégoire de Montaner. Donc la réalisation et le message du Béatus. Alors on y arrive. Le commanditaire, à la fois de l'abbaye qui a brûlé et qui est reconstruite, et du Béatus, c'est le grand abbé Grégoire de Montaner. Vous voyez aussi une grande longévité dans son abbatiat.
Et alors, probablement Montaner, bon, c'est un nom du Béarn, probablement béarnais, donc. Alors, autre abbé célèbre, alors je citerai simplement au Liban, Catalogne, qui sera abbé de Ripoll, Cuxa, qui fondera Saint-Martin du Canégou, vous voyez, évêque de Vif, donc vous voyez, il n'était pas le seul. Et alors, il va mener conjointement deux grands chantiers très différents, donc le Béatus, on va y revenir, et la reconstruction de l'abbaye après l'incendie, avec deux équipes très différentes. Alors, bon, l'abbaye qui est inscrite au patrimoine mondial pour les chemins de Compostelle et qui sera faite, évidemment, c'est pas un hasard non plus, sur le modèle de Cluny II qui avait été commencé en 988, à peu près la même année. Voilà. Donc, deux œuvres qui convergent, alors deux ou trois diapos en illustration. Bon, l'abbaye actuellement, on y est passé au printemps avec mon épouse. Et alors, l'intérêt à l'intérieur, c'est qu'il y a des chapiteaux coloriés, peints, comme toutes les églises, et vous le savez, qui pendant très longtemps étaient peints, et quand même les chapiteaux notamment. Voilà. Et alors, pour en arriver progressivement au Béatus, donc, on est quand même dans ce mouvement, il faut l'avoir bien en tête, de paix et de trêve de Dieu, avec un rôle des moines, bon, dans une société largement encore à christianiser ou à rechristianiser après les règles vikings, qui est quand même à 95% rurale, et l'originalité, alors c'est pas vraiment une originalité, c'est parce que déjà le Béatus de Liébana l'avait fait, c'est s'appuyer sur des reproductions, on va le voir, pour renforcer et expliquer le texte du commentaire. Alors, l'articulation d'un texte plus image n'est pas vraiment une originalité, mais avec une telle intensité et radicalité, oui. Alors, il y en a 112, je ne peux pas tous les mettre. Alors, le frontispice qui est au monogramme aussi de l'évêque et du commanditaire, une page du manuscrit, donc je vous montre rapidement, et l'Apocalypse pour les moines a déjà eu lieu. Je montrerai les reproductions. Et l'Apocalypse, qui est beaucoup développé dans le Béatus de Saint-Sevé, c'est le déluge de la Bible qui est beaucoup représenté, et je vais y revenir assez, parce que c'est une source d'inspiration d'artistes jusqu'à nos jours. Alors, le Béatus, et ça il faut bien l'avoir présent à l'esprit, c'est pas une catastrophe finale, si on veut, mais c'est quand même plutôt un achèvement, c'est la fin des temps, qui correspond au retour glorieux du Christ à la fin des temps. Donc c'est plus un achèvement que bien entendu un cataclysme, une catastrophe comme nous l'entendons. Alors c'est une vision du monde d'une société féodale à son apogée en Gascogne, et c'est son intérêt, avec une société hiérarchisée qui a son imaginaire, comme faire Duby, les trois ordres et l'imaginaire du féodalisme, et un élément majeur de cette vision du monde, c'est la map monde, on y reviendra. Alors, et c'est là aussi ce qui est intéressant, cette vision du monde se traduit par un travail collectif, dans une idée de longue tradition, donc, qui remonte aux Asturies. Alors, ça c'est des commentaires donc, de l'exposition à la Bibliothèque nationale, donc bien entendu c'est une synthèse de tous les savoirs précédents, en particulier dans le refuge des Asturies, de l'œuvre du grand saint Isidore de Séville, qui a regroupé tout le savoir pratiquement du monde antique, donc de l'Espagne visigothique. Et l'exposition a insisté beaucoup sur l'art pour révéler ce qu'on ne voit pas, dans cette perspective aussi du Béatus. Et elle insiste beaucoup sur les contextes qui ont changé jusqu'à nos jours, révision de l'Apocalypse, on y reviendra, avec cette notion de travail collectif. Et une des grandes découvertes de Charlotte de Noël, notamment, ça a été de retrouver dans les marges de reliures, tout ça, les noms de 3 ou 4 artistes différents qui ont rédigé le commentaire, recopié au moins. La rédaction, c'est peut-être davantage l'abbé. Et alors, c'est important d'insister sur cette notion de vraiment collectif, d'atelier. Ce qui est très original c'est de trouver les noms, parce que d'habitude on n'en trouve pas, parce que même dans les cathédrales, c'est très très rare qu'on connaisse le nom de ceux qui l'ont fait. Donc il y a cette idée collective, et l'exposition de la BN insiste beaucoup là-dessus. Disons que la notion d'artiste individu, de génie créatif individuel,
et contemporaine du grand tournant du XVIe siècle et de la renaissance de ce qu'on appelle la modernité. Donc, c'est à prendre en compte cette dimension collective. Et avec une pureté, vous le verrez dans les dessins, d'inspiration, des questions d'échelle, d'archaïsme, de naïveté, mais qui vont avoir une influence sur une certaine avant-garde. Nous y reviendrons. Alors, bien entendu, pour écrire tout ça, c'est un important scriptorium, comme la plupart des monastères, et un atelier d'écriture, mais c'est aussi se procurer des encres et se procurer des pots. Des pots, ça veut dire des parchemins. Mais pour se procurer des parchemins, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut des moutons, voilà. Et pour avoir des moutons, il faut les traiter et il faut pour fournir ces pots. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a toute une économie qui se construit autour, ça nous paraît assez hallucinant. Combien il faut à peu près de moutons pour... enfin, vous me direz, ça dépend du nombre de pages, d'accord, mais combien il faut, en comptant qu'il faut une peau de mouton ou deux pour une page, ben vous voyez la suite, quoi. Il faut quand même 300 ou 400 moutons, quoi. Sans compter que vous en loupez un peu, peut-être pas des moutons mais des pots, bon, voilà, quoi, c'est assez impressionnant, disons, il y a toute une économie qu'on n'imagine pas qui se construit autour de ce scriptorium. Alors, c'est une œuvre identitaire et mémoriale, mais contrairement à ce qu'on croit, surtout quand on va voir la map monde, c'est pas une œuvre de propagande, c'est plutôt une œuvre de réforme interne pour convaincre et pour redonner une nouvelle dynamique aux moines sur le chemin du salut, pour y guider le peuple chrétien. Alors, le Béatus, et c'est tout le travail de Charlotte de Noël, original, c'est de travailler aussi les pigments utilisés avec une palette extraordinairement riche et diversifiée qui montre, vous allez voir, les relations commerciales quand même assez étonnantes. Et bien entendu, le cœur, c'est la lutte entre le bien et le mal, avec le pan qui symbolise le Christ, dans le bien, contre le serpent, symbole du mal. D'où le livre qu'ils ont. Alors, explosion de formes et de couleurs, et avec les différentes nuances de bleu liées à des qualités. Avec la rareté des pigments. Par exemple, ce qui est très rare et qui est utilisé à Saint-Sevé, c'est le bleu égyptien, en particulier, évidemment, ce n'est pas un hasard, sur les plumes du pan plutôt que sur les écailles du serpent. Et ça traduit quand même la richesse de l'abbaye, d'une part, mais aussi les relations commerciales avec l'Égypte, notamment via les villes italiennes en plein essor, Pise, Amalfi, et après ça sera Gênes et Venise. Mais c'est le début, et bon, l'importance du frontispice, donc, qui nous donne des clés de lecture, c'est le monogramme, disons, le symbole un peu héraldique de l'abbé, Grégoire de Montaner. Alors bon, ça, à partir des, vous le verrez sur les reproductions que je donnerai, il y a aussi il n'y a pas d'échelle, bon, vous allez voir, hein, comme dans l'art naïf finalement, mais vous verrez, une origine est souvent là, et avec la géométrie, le positionnement dans les structures, et bon, l'action du serpent, à un moment où le monde perd sa perfection, et l'action du serpent, donc agent de Satan, agent de division, et qui détériore le monde jusqu'à nos jours. Et donc l'enjeu et le message du Béatus, c'est de purifier le monde du mal. C'est une vision donc de moine qui essaie de christianiser une société chrétienne, et je l'ai déjà dit, à un moment où l'hérésie commence à se profiler. Alors quelques reproductions, ça c'est une reproduction du déluge, vous verrez, je ferai un lien avec autre chose tout à l'heure. Donc reproduction du déluge, je passe assez vite, le combat du dragon et de l'enfant, la trompette, il y a d'innombrables trompettes dans l'Apocalypse, Satan qui va tomber en enfer, la victoire finale de l'agneau et la lutte, j'ai repris, puisqu'ils l'ont utilisé, ce qui est normal, vraiment centrale, du pan, le Christ, et du serpent, Satan, donc du bien et du mal. Victoire finale de l'agneau et du Christ, et donc c'est quelque part le commentaire de ce que j'ai dit, du cinquième évangile du futur, qui décrit la Jérusalem céleste, et je l'ai dit, le livre de Daniel. Alors, petite incise, le Béatus, quand même, est vraiment une lecture dualiste, c'est-à-dire du bien contre le mal. Le dualisme, qui est d'ailleurs au cœur de tous les textes du Nouveau Testament, est
dualisme dont on accusera plus tard les cathares, mais je ne m'embarque pas plus, parce que, enfin, pour dire que c'était quand même au cœur de la société médiévale qui percevait le monde comme un combat du bien contre le mal. Ils n'étaient pas les seuls. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Beatus nous renseigne sur la vie quotidienne en Gascogne au XIe siècle. Je vais passer vite, vous allez le voir, je vais aller directement aux photos, au diapo. Vous voyez là des disputes, d'où mouvement de la paix de Dieu, peut-être même deux moines, ce qui n'est pas bien, qui s'alpaguent, comme on dirait ici, se secouent un peu par rapport à voilà, une dispute, quoi. Après, mais là, il y a une pêche qui tourne mal quand même pour certaines. Donc, vous voyez des bateaux sur une rivière, sur un lac. Bon. Des soldats, bon, ça c'est les soldats, l'armée des Dirois, mais voilà, dans une des pages donc. Le scriptorium, peut-être celui de Saint-Sevé pour écrire l'Apocalypse. Et dans les autres illustrations, je vous l'ai dit, il y a le livre de Daniel, c'est le songe d'un roi, Balthazar, qui voit la fin de Babylone, quoi, en gros, et Daniel dans la fosse au lion. Alors, la pièce centrale, donc, c'est la fameuse map monde. Alors, en fait, elle représente 2 pages, sur 2 pages, au milieu du Beatus, de l'ouvrage, et 50 sur 37 cm, donc vous voyez, c'est pas très grand, et elle a sa propre histoire, je l'ai dit, mais c'est elle qui a rendu le manuscrit célèbre. Alors, c'est très intéressant parce que c'est la carte d'une vision gasconne du monde, avec l'abbaye de Saint-Sevé au centre, mais pas pour des obsessions de propagande, mais parce que puisque c'était pas voué à être montré, c'était consciencieusement caché. Avec la précision aussi, puisque pour eux, la fin du monde, quand même, c'est leur prieuré Notre-Dame de Mimizan, bon, et du monde connu pour eux, c'est-à-dire les rivages de l'Atlantique. À côté, il y a la résidence ducale de Palestrio, il y a tous les évêchés. Alors, c'est assez difficile de se rendre compte. Je n'ai pas pu me rendre compte pour Saint-Lizier, mais enfin, il y a Bordeaux, Toulouse, Albi, Carcassonne, Narbonne, Tarbes, bien sûr, toutes les villes. C'est un résumé de l'histoire, et aussi Rome, Babylone, Jérusalem, évidemment. Enfin, évidemment. Le mont Ararat par rapport au déluge, un monde divisé en 3 parties, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. La Méditerranée est au centre, mais pas complètement Jérusalem. Alors, c'est une carte mentale de gens qui ont leur foi. Et alors c'est très sophistiqué pour l'époque, elle résume tout le savoir de l'époque, la map monde, 300 toponymes, l'ensemble du monde connu, mais bien entendu, c'est quand même, ça traduit aussi une idée, avant les croisades, quand même, de glissement de l'Orient, de l'Occident, de l'Orient à l'Occident, de l'histoire du monde. Alors, les moines, évidemment, s'y présente à travers l'histoire du salut. Là, c'est une version peu résumée, alors je vais accélérer. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que ça, enfin, surtout, entre autres choses, que ça a une influence jusqu'à nos jours dans l'art contemporain. Alors, l'art contemporain, mais je vais aller très vite, vous voyez, bon, j'ai parlé du déluge, et le déluge, c'est quand même une source d'inspiration d'un tableau que vous connaissez, qui est le Guernica de Picasso. Il a servi aussi d'inspiration à Matisse dans la série Jazz, voilà, donc entre autres choses, quoi, voilà. Alors, je passe au tournant de 1032-35 dans les Pyrénées, alors grand tournant, fin de l'âge d'or de la dynastie des Sanges qui aura duré un demi-siècle. 1032, il meurt sans descendance, alors c'est la sœur qui hérite et qui est mariée au comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, vous voyez la suite, c'est une toute autre histoire, et Aliénor, enfin tout ça assez vite. Mort également du grand roi Sanche de Pampelune, royaume de Navarre qui explose, Navarre, Castille, Aragorn, Ribagor, ça, tout ça. Et nous, dans nos Pyrénées, alors ça a été évoqué hier par Denis Mirouz, décomposition, recomposition des relations féodales, apparaissent le comté d'Armagnac en lutte avec les archevêques d'Auch, la vicomté de Béarn, le comté d'Astarac. Alors les Pyrénées centrales, les nôtres, Comminges et Couserans, je veux dire, qui dépendaient du duché de Gascogne, vont basculer, ça a été bien montré hier, et vont passer dans l'orbite des comtes de Toulouse, par ailleurs qui sont également ducs de Gothie ou marquis, ducs de Narbonne ou marquis de Gothie, et c'est à peu près la même chose. Et alors, Grégoire de Montaner, dans cette époque troublée, affirmation de Compostelle, tout ça, mais il va participer au début de la Reconquête, Graus,
et prise de Barbas 3064. Donc voilà, pour terminer sur l'abbaye proprement dite, qui va être abbaye importante, église paroissiale également jusqu'à la Révolution, et maintenant église paroissiale est supprimée évidemment en 1791. Alors, une conclusion donc sur ce Béatus, c'est quand même une vision du monde, du système féodal à une époque charnière, l'âge d'or pour la Gascogne qui va devenir dans la mouvance aquitaine, on parlera après de Guyenne et Gascogne. Alors ça nous a permis aussi quand même de retrouver Saint-Giron et d'aller faire un petit tour sur les bords de l'Atlantique à Cabreton, donc carte des chemins de Compostelle. Alors, l'Apocalypse et nous, actualité ou non du message, dans une époque troublée. Même incertitude sur les temps, là on peut peut-être être d'accord. Qui est la bête de l'Apocalypse, là, bon. L'éternel combat du bien et du mal, bon, ça on peut considérer que ça dure toujours. Les certitudes ne sont pas les mêmes. Eux, ils avaient la certitude d'aller vers un achèvement. Nous, c'est peut-être plus de questions. Alors, un changement radical de perspective. Alors, il y a eu une émission qui est très intéressante que vous pouvez retrouver sur France Culture. Alors, c'est d'ailleurs Patrick Boucheron qui l'animait. L'Apocalypse n'est plus la fin des temps, mais le temps de la fin pour nous. Donc, le temps de la fin, ça veut dire que ça peut être, ce sont leurs termes, à cette émission, que ça peut être une catastrophe. C'est le cas, à mon avis, quand même. Lente et progressive. On est un peu moins, peut-être encore que dans la crainte de l'apocalypse nucléaire, mais avec le réchauffement climatique, enfin, ou le dérèglement. Donc, lente et progressive. Alors, crise du sens, époque de transition, oui, mais vers une autre période, laquelle temps de la fin progressive, nucléaire, climatique, conjonction de plusieurs apocalypses, vers une autre époque ou autre civilisation, enfin je ne développe pas, mondialisation, réseaux sociaux, individualisme, voilà, j'ai essayé de faire dans le temps imparti. Merci beaucoup pour votre attention et pour vos questions, si vous devez en avoir, voilà. Merci. On va passer au micro aux auditeurs pour voir s'il y a des questions. Oui, bonjour. Oui, une petite question un peu triviale, mais qui intéresse notre patriotisme contemporain. Tu as dit que dans la tradition de Saint-Sever, des Landes, où tu présentes Giron comme un compagnon de Sever, et que sa sépulture est à Saint-Giron d'Achemont, et que des reliques soient arrivées ici à Saint-Giron du Salat. Mais moi, les sources que j'ai, rapportées par l'abbé Samiac, le grand historien de Saint-Giron, mais qui avait étudié un peu la vie de Saint-Giron, donc une vie rédigée au XIIe siècle oui. à Achemont, ce qui est, d'après l'abbé Samiac, mais il cite le texte, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que dans la vie de Giron d'Achemont, il est mort je ne sais où, ses compagnons l'amènent à un lieu qui est sur le Salat qui s'appelle, suivant les versions, Somnicus ou Sosnicus. Oui. Et que c'est oui, donc sa sépulture est ici. Oui. Et c'est le texte des Landes qui le dit. Alors, est-ce que tu as d'autres sources que ça qui permettraient d'affirmer le contraire? Non, alors il y a un... merci pour ta question, Denis. Non, il y a... Alors, disons que dans les Landes, alors, il y a... qui est facile, et c'est sur Internet, je peux vous donner le lien. Ça a été scanné par l'Université de Bordeaux, c'est un texte de 1886. J'ai très déçu parce qu'il parle de Saint-Sever, apôtre de la Chalosse, d'accord, de Saint-Giron, mais il ne cite, ils disent que des restes, ils sont très très local, et ils ne parlent même pas de nous, hein. Donc, ils ne disent pas, ils disent que des restes, des reliques ont été dispersés dans toute la Gascogne, point. Il n'y a aucun lien. Effectivement, alors c'est tout un débat. Bon, c'était important de signaler le lien entre les deux. Dans quel sens le débat est ouvert, je veux dire, et tu as raison de le signaler.
après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des textes qui disent que c'était lui le chef de la mission. Alors il y a plein de choses contradictoires avec les dates aussi. Est-ce qu'ils ont été tués par les Vandales alors qu'ils étaient Vandales eux-mêmes? Ça me paraît bizarre vu les dates. Moi je penserais que ça serait plus tard, parce que quand même, on dit que ce sont des Vandales qui ont été martyrisés en 409. Il n'y avait pas de Vandales en 409, où ils étaient là, mais bon, ils ne pouvaient pas être venus d'un endroit qu'ils ont conquis 20 ou 30 ans après. Enfin, c'est toutes les difficultés de la datation au Moyen-Âge. Mais c'est vrai que, comment, bon, je ne suis pas allé très loin, mais c'est un sujet qui m'intéresserait, c'est comment, finalement, on a donné le nom à partir de reliques, quoi. Dont toi et Samiac, c'est que c'est la sépulture. Ça peut expliquer ça. Et aussi, c'est une manière de s'affirmer par rapport à, n'est-ce pas, Christelle, par rapport peut-être à Saint-Lizier, qui a un saint aussi. On est au moment qui a beaucoup travaillé là-dessus, non? C'est les histoires... Comme j'ai fait un travail aussi sur Oui, Saint-Jean et sur Saint-Lizier, plus particulièrement sur Saint-Jean en ce moment, puisqu'on oui. prépare des panneaux d'interprétation et qu'on va écrire 2-3 lignes, mais qu'il faut que ça soit à peu près assuré, quoi, voilà. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que Saint-Giron, au contraire de Saint-Vallier et de Saint-Lizier, qui sont des évêques, Saint-Giron, lui, n'est pas évêque, mais il est martyr dans l'histoire. Ouais, oui. Médiévale. Après, dans la réalité, on ne sait pas. Apparemment, les seules attestations du Moyen-Âge, c'est qu'il est mentionné comme prêtre dans l'air à Aire-sous-Adour, en fait, dans la cité. À Jetmo, oui. Voilà. Et donc, sûrement, peut-être, en effet, non, moi, et franchement, j'étais passé très rapidement, mais là, j'ai découvert justement, en allant avec mon épouse faire des photos pour cette intervention à Saint-Sevé, dans les Landes. On y est tombé dessus, autrement, j'aurais cherché à y aller. Mais c'est quand même pas rien, hein, quand on y va, c'est très organisé. Il y a des visites, bon, nous, on est arrivés le matin, hein, j'étais que l'après-midi, mais c'était à Pâques, quand même. Mais, non, il y a vraiment un lieu... où ils disent qu'il est enterré. Enfin, il y a une réalité, quoi. C'est pas, alors, qui est peut-être fabriquée, et ça, c'est autre chose. Mais peut-être qu'Agetmo a voulu aussi avoir une légitimité par rapport à Saint-Sever aussi. D'accord. Mais, bon, a priori, la vie de Saint-Giron, rédigée au XIIe siècle, en même temps que l'abbaye, enfin, il doit y avoir un lien, hein. Il y a un lien de concurrence, bon. La rédaction de la vie et la création du prieuré ou de l'abbaye de Saint-Giron. Donc, ça vient. Ce texte vient probablement de là-bas, puisque c'est eux qui ont intérêt à diffuser cette légende, cette tradition. Et donc, il y a une espèce. Le fait qu'eux disent que c'est ici, sur le salon, qu'il a été enseveli, où il y avait sa sépulture, ça donne une certaine légitimité. Au moins, après, c'est peut-être à alors, le curé, quand même, de Saint-Sevé qui a écrit et qui parle aussi de Saint-Giron, non, c'est un curé d'Agetmo qui parle de Saint-Giron, je te donnerai le lien si tu veux. Il ne parle en rien de nous, hein, quand même. Mais c'est la grande époque des prêtres style Samiac aussi, qui écrivait sur l'histoire locale, c'est 1886 quand même. Mais alors je pense qu'ils ont voulu, alors on peut avoir une interprétation un peu raide, hein, qu'ils ont voulu ne pas trop parler de Saint-Giron pour ne pas créer, pour ne pas citer l'adversaire, quoi. Cette question-là, j'invite les gens à venir demain après-midi à 5h écouter Fernand Pelou. Oui. C'est un spécialiste de la géographie, il connaît bien les Sarriégeois, et il commence à aborder le domaine gascon. Alors, Saint-Giron, peut-être pas trop, il ne saura pas trop nous en dire encore demain, mais je lui ai donné quelques éléments du dossier, et il aura une sérénité certaine. Enfin, lui, il est capable de critiquer ces textes, c'est vraiment le spécialiste méridional de la question. D'accord. Oui, je m'arrête là, excuse-moi. D'accord. Hop. Alors il était temps parce que... alors, ouais, la voir, oui, mais quoi, si vous voulez, je vous la verrai. Disons, j'ai donné l'échelle, quoi, c'est quand même 57 sur 37, et même sur un livre, vous voyez, on voit la partie Europe qui est là, on voit le détail, il faudrait vraiment énormément grossir. Alors là, je ne sais pas si on peut... Non, si éventuellement on peut grossir.
Oui. Mais parce que la partie Gascogne, elle est là, si tu peux le faire, voyons. Alors, c'est ça que tu veux montrer? Ben, si tu veux, alors bon, je le montre, mais l'Aquitaine, elle est là. Évidemment, ce qui est gros, presque aussi gros que Rome, et même plus gros avec une croix, c'est Saint-Sevé. Il doit y avoir le petit prieuré de Mimizan par là, et puis il y a les différents évêchés. Ça, c'est l'Europe. L'Afrique est là. Enfin, c'est pas le même type d'orientation que nous. C'est une carte géographico-historique, quoi, je dirais. Où il y a plus de 300 toponymes, mais par rapport... Alors, à l'époque, il y avait deux grandes concurrents. C'est quand même, il y avait ces traditions dans nos régions, il y avait aussi Ripoll, et bien entendu, très vite, il va y avoir toutes les cartographies italiennes, ce qu'on appellera les portulans, et puis il y a bien entendu toute la cartographie quand même musulmane, qui était en avance, et à l'époque... Et alors aussi, mais là, même ils ne s'embarquaient pas sur l'émission sur France Culture qui était là-dessus, sur toute la cartographie chinoise, qui était très en avance quand même. Mais enfin, vous voyez, c'est une vision qui, paraît-il pour l'époque, au point de vue toponyme et tout ça, est quand même assez extraordinaire, et au point de vue qualité de la reproduction, et qui montre vraiment la vision qu'avaient des moines de notre Gascogne vers 1050, quoi, au milieu du... Voilà. Mais c'est la pièce essentielle, disons, et la plus originale, en tout cas, du Beatus, parce que tous n'en ont pas, quoi, disons, cette vision du... Alors ça correspond probablement, comme toujours, et dans des histoires comme ça, à la personnalité de l'abbé aussi, et qui était très intéressé par ces choses-là, quoi, voilà. Et qui peut-être s'est pris un peu pour Isidore de Séville aussi, mais ça ne veut pas être mauvaise langue. Bon, donc...